Très longtemps. Il a fait, je crois, des stages TIBA, il a coaché des clubs, etc. Il était 30 ans minimum entraîneur. Et il vous dit, ouais, si on n'a pas un cœur vraiment pour le tennis de table, pour le travail, ça c'est le plus important pour lui. Du coup, si je suis un centre d'entraînement en France avec des plus jeunes et qu'on essaye de se développer et qu'on veut venir faire un stage chez vous, ça se passe comment? Du coup, on est accueilli avec bienveillance, j'ai vu, et après, comment ça se passe? On peut pas? Principalement, comme je dis avant, parce qu'on n'a pas un intérêt de gagner de l'argent avec, principalement, on ne peut pas venir chez nous pour faire un stage. Par contre, si vous avez un joueur qui est un grand espoir pour vous, vous pouvez nous le présenter et on va voir si on veut l'intégrer dans l'entraînement. Bien, merci beaucoup pour cette intervention. On va enchaîner, puis vous pouvez revenir à la terminer avec l'intervention. C'est pas Yann tout seul. Valérian, il est où, Valérian? Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Dernier intervenant après ce petit changement, mais bon, c'était bien de faire. Ah, non, ça marche pas. Je sais pas comment on fait. Ok. Bon, ben, c'est bon. Eh ben, bonjour. Donc, du coup, je ne suis pas lyonnais, par contre. Je suis local de l'étape. Nantais, du coup. Je vais avoir un double remerciement, moi. La Ligue, évidemment, et notamment Gaël pour l'invitation. Puis je vais également remercier la direction de mon lycée qui a accepté de nous libérer ce matin. Parce que normalement, je suis en phase des premières, là. Donc voilà. Moi, je vais vous parler. La présentation que je vais faire, elle traite donc de la fatigue, ou plutôt des effets de la fatigue sur la performance en tennis de table. Et donc, un des objectifs de cette présentation, comme ça a déjà été dit tout à l'heure par Valérie, ça va être de rompre un peu avec une dichotomie un peu classique, qui vise à mettre d'un côté les joueurs ou les entraîneurs, les acteurs de terrain, et puis j'ai plus les gens qui ne prendront pas la tête pour le droit à l'image. Et puis d'un autre côté, les scientifiques, enfin bref, et plutôt que de mettre un peu des tensions entre les deux, des enjeux, c'est au contraire de voir un peu comment chacun peut être utile à l'autre. Parce que je crois réellement que autant les scientifiques peuvent peut-être amener des réponses pour les acteurs du terrain, et autant les acteurs de terrain, par les questions qui suscitent, peuvent également faire avancer un petit peu la recherche. Donc pour cela, du coup, je vais reprendre plusieurs études réalisées au cours de ma thèse, qui a été réalisée au sein de l'UFR de Nantes, et notamment du laboratoire motricité interaction de performance. Alors en essayant de limiter un peu les aspects théoriques, quitte à revenir dessus, s'il y a des choses qui sont pas claires. Donc au cours de cette présentation, l'idée, ça va être d'une part de caractériser un petit peu le tennis de table moderne, et d'autre part de s'intéresser à différentes formes de fatigue, qu'on appelle la fatigue neuromusculaire et la fatigue mentale, et de voir un petit peu pour chacune de ces fatigues un petit peu leurs effets sur la performance en tennis de table. Et puis pour chacune de ces parties, j'essaierai de proposer un peu des applications concrètes, autant que possible, toujours avec cette idée de ne pas trop couper les champs théoriques et les champs pratiques. Donc rapidement, ça fait un peu revue de littérature, mais malgré tout, donc, si on cherche à caractériser un petit peu le tennis de table, plusieurs types d'analyses peuvent être réalisés. Et le premier type d'analyse, il consiste à mesurer des temps d'effort et de récupération pour évaluer un petit peu la demande énergétique d'une activité. C'est ce qu'on appelle l'analyse temporelle. Donc, pour un premier élément assez grossier, mais un match dure en moyenne 30 à 40 minutes. Deuxième élément, un peu plus intéressant, un peu plus important, un point dure en moyenne de 3 à 4 secondes, 3,4 secondes si on fait la moyenne des études. Et de manière un petit peu plus précise, on a quand même une écrasante, enfin en tout cas, c'est pas une écrasante, mais on a quand même 2 tiers des points qui
sont d'une durée très faible, inférieure à 3 secondes. Pardon. Et une proportion assez faible, par contre, des points qui ont une durée supérieure à 6 secondes. Troisième élément, ça résonne plus. Troisième élément, une étude récente de 2017 là, de l'été collaborateur, elle montre une augmentation du temps de récupération entre 2 points, et notamment à très haut niveau. Et ça met en évidence quand même le fait que les stratégies de récupération entre 2 points sont de plus en plus importantes. Et là, c'est une étude qui s'appuie sur les championnats du monde de 2009, 2011 et les Jeux Olympiques de 2012. Donc vraiment du très très haut niveau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette tendance, cette stratégie vers une augmentation du temps de récup, eh bien, on peut l'élargir au badminton. Et là, je vous renvoie aux études d'Abia Hussein et collaborateurs, donc une équipe espagnole, et également de Martin Boiveau, un étudiant nantais du staff de Nantes, qui s'intéressait spécifiquement au cas de Carolina Marine, et qui montre que Caroline Marine a des temps de récupération plus longs que ses adversaires, entre 2 points. Et on peut même l'étendre un petit peu plus encore au tennis, si on prend en caricature Nadal et Djokovic, et les altercations qu'on peut avoir entre ces 2 joueurs et les autres, avec des temps de récup très longs que ces 2 joueurs-là prennent. Si on revient au tennis de table, eh bien on a donc un ratio travail-récup de l'ordre de 18%. Concrètement, ça veut dire que pour un temps d'effort donné, on a 5 temps de temps de récupération. Alors là encore, on a des valeurs différentes, probablement, suivant qu'on est sur des joueurs de niveau national ou international. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'étude de l'été collaborateur, elle s'appuie sur le top 20, voire le top 10 mondial. Un deuxième type d'analyse consiste davantage à quantifier les efforts fournis d'un point de vue événementiel, c'est-à-dire qu'on va compter des actions de telle ou telle nature. Et le tennis de table, je n'apprends rien, je pense, se caractérise vraiment par un faible nombre de coups par point, et avec une prédominance de la recherche du coup droit, des déplacements qui sont essentiellement courts et latéraux. Et dans une étude qu'on a faite, on a essayé de quantifier les actions effectuées par les joueurs en fonction du niveau de sollicitation des membres inférieurs. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'écrasante majorité, pour le coup, puisque c'est 80-85% des actions, étaient des actions de faible à moyenne intensité, et qu'on n'avait que 15% à peu près des actions qui étaient des actions vraiment de haute intensité, c'est-à-dire qui sollicitaient fortement les membres inférieurs. Là encore, il est quand même probable que cette proportion elle soit quand même plus importante pour des joueurs de niveau international. Et là, cette étude elle s'appuie sur des joueurs numérotés, donc des joueurs de niveau national, on va dire. Si on regarde le tennis de table d'un point de vue bioénergétique, on a d'abord des fréquences cardiaques qui sont finalement variables, suivant les études. Il y avait quand même un point qui a l'air d'être un point commun, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque en fin de rencontre, ici, là. Probablement en lien avec les efforts précédents qui ont été réalisés, et notamment en lien vraisemblablement également avec le stress. On a des consommations max d'oxygène, donc un bon indicateur quand même de qualité d'endurance des joueurs qui sont assez honorables, probablement en lien avec le volume d'entraînement qui est quand même plutôt conséquent. Et on a des lactatémies qui sont très faibles, et là encore les valeurs que je donne ne tiennent pas compte de l'augmentation du temps de récup, ce qui tend naturellement encore davantage à baisser les concentrations en lactate. Enfin, du point de vue des émotions, même si ça a été bien dit tout à l'heure, il est mieux que moi, mais on a un ratio noradrénaline-adrénaline, des catécholamines, qui est considéré comme pertinent pour analyser le caractère stressant d'une situation. Et on voit bien qu'en tennis de table, les valeurs sont quand même assez faibles comparativement à d'autres activités, et ça met vraiment en évidence quand même la tension nerveuse auquel le joueur doit faire face. Donc finalement, si on synthétise un petit peu le tennis de table, on peut dire que c'est une activité qui est hautement explosive, avec quand même des qualités d'endurance nécessaires pour pouvoir supporter l'enchaînement des points, l'enchaînement des matchs, et puis évidemment les charges d'entraînement qui sont assez conséquentes, et tout ça sans accumulation de fatigue excessive. Alors il y a quelques principes assez grossiers pour l'entraînement, mais on a quand même une activité, ça a été souligné évidemment, qui est hautement technique, et l'entraînement, évidemment, il doit se focaliser sur ces aspects, surtout sur les premiers temps de la formation du joueur. Mais on pense quand même que c'est important de reproduire les efforts qui sont ceux qu'on retrouve en match. Alors, pas tout le temps, pas uniquement, mais vraiment ne pas perdre de vue ces éléments, c'est-à-dire de ne pas oublier de mettre des charges mentales qui sont importantes, et puis des qualités d'explosivité, avec peu d'actions réalisées par point. Alors, service, prise d'initiative forte, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un travail peut-être un peu plus qualitatif et un petit peu moins quantitatif. C'est peut-être ce que vous faites déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui me paraissent importantes.
Alors, quelques exemples, alors vraiment donner à titre d'exemple, ce n'est pas des prescriptions bien sûr. L'objectif commun de ce que je vous mets là, c'est vraiment d'essayer de s'appuyer sur les données de jeu, et donc avec l'idée forte, c'est de ne pas aboutir à un ratio travail-récup qui serait trop important et déconnecté de ce qu'on va retrouver en situation de match. Un premier exemple, ça pourrait être du travail au panier de balle, ça pourrait être des séquences de 3 à 5 points qu'on va répéter 15 à 20 fois. Le deuxième exemple, il est un petit peu similaire. Dans les deux cas, vraiment, l'idée, c'est de se rapprocher de ce qu'on va retrouver en situation de match. Voilà. Le troisième exemple, l'idée, c'est de se familiariser un petit peu plus, de familiariser le joueur au récup longue, d'apprendre à utiliser ces temps qui sont assez longs, alors pour se concentrer, pour évacuer la frustration, pour réfléchir aux stratégies à mettre en place, etc. Et on a donc des durées de récup, c'est peut-être un peu abscon, donc du coup, des durées de récup qui sont plus longues. Donc ici, vous avez, voilà, ça c'est le temps d'effort par exemple, le temps de récupération en secondes, et donc le ratio auquel on aboutit. Et ici, du coup, on a un temps d'effort qui est identique, un temps de récup qui est beaucoup plus long, et donc forcément un ratio qui est, par voie de conséquence, plus faible. Donc l'ensemble de cette séquence, par exemple, aboutit à une moyenne qui serait celle-ci, et là, on aurait la moyenne qui serait là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le tableau. Et puis, un dernier exemple où là, l'idée, c'est mettre l'accent sur les quelques points qui vont jouer un peu en sur-régime pour les deux joueurs, et qui peuvent avoir de l'importance, en tout cas sur le plan psychologique. C'est pour ça que vous avez ici la fréquence des balles qui a augmenté. Alors, à mon sens, ces exercices ne peuvent pas être trop longs. D'abord parce qu'ils sont coûteux sur le plan intentionnel, et en plus parce qu'on sait quand même pertinemment qu'il ne va pas y en avoir beaucoup dans le match. Donc je vais m'intéresser maintenant un petit peu plus au cœur de mon travail de thèse, et donc à la notion de fatigue et les incidences qu'elle peut avoir sur la qualité de balle du joueur. Donc en premier lieu, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la fatigue neuromusculaire. La fatigue neuromusculaire, elle se définit comme une diminution de la capacité à produire de la force ou de la puissance, que la tâche puisse être maintenue ou non. Ou alors une augmentation de la perception de l'effort pour une intensité d'exercice identique. Cette fatigue neuromusculaire, elle se mesure au niveau local, à l'échelle d'un groupe musculaire précis, après un effort donné. Par exemple ici, après un 10 km de course, on poste l'exercice, on aura une perte de force de 20% de la force maximale. La question donc, c'est de savoir si le tennis de table est de nature à générer une fatigue neuromusculaire. Donc ce qu'on sait, ce qui a été montré, c'est qu'en ce qui concerne le quadriceps, toujours le même groupe musculaire, une heure de badminton, ça entraîne une perte de force d'environ 11%, une heure de squash entraîne une perte de force d'à peu près 16%, et 3 heures de tennis, une perte de force de 13% environ. En revanche, en tennis de table, c'est quelque chose qui n'avait jamais été évalué. Donc c'est donc ce qu'on a fait avec Marc Gibault et Carole Sèvres. Donc les deux étant présents, je vais essayer de ne pas raconter de bêtises. Donc sans rentrer dans les détails, on a simulé une compétition de 4 matchs de 5-7 avec des joueurs numérotés. Et avant le premier match et après chaque match, on a fait des tests neuromusculaires. Donc vous avez ici un résultat en Newton, avant, donc en pré, et après chacun des matchs. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, un seul match est suffisant pour avoir une perte de force significative. Alors elle est modeste, de 7%, mais néanmoins on a une vraie perte de force significative. Et deuxième élément, c'est que la perte de force la plus importante, on la retrouve en fin de compétition avec du quatrième match, avec une perte de force de 12% minimum. Alors je dis minimum parce que même si les joueurs ont joué le jeu, on sait quand même, ça a été montré, on s'en doute bien, que l'investissement et l'engagement ne peuvent pas être tout à fait identiques au cours d'un match simulé et d'un match réel. Donc voilà. Ce qu'a montré cette étude, c'est que finalement, on montre quand même que le pongiste, il va avoir à faire face à une perte de force, à une diminution de sa capacité à produire de la force, et notamment dès l'issue du premier match. À la suite de ça, on a voulu voir comment telle ou telle frappe de tennis de table, en les isolant les unes des autres, pouvait solliciter différents muscles des membres inférieurs. Donc pour ça, on a utilisé ce qu'on appelle l'électromyographie, qui rend compte de l'activité électrique des unités motrices qui sont activées. Donc cette étude, elle a montré que l'ensemble des groupes musculaires étudiés, en détail, KE c'est des extenseurs de jambes, donc quadri en clair, HE c'est des extenseurs de hanches, donc là on a pris le biceps fémoris, un des ischios, et le grand fessier, le gluteus, et puis PF c'est les fléchisseurs plantaires, donc les gastro-soléens. Donc premier élément, c'est que les frappes d'attaque sollicitent quand même assez fortement l'ensemble des muscles des membres inférieurs,
comme le Tolson Courroie par exemple. Et deuxième élément, c'est que les extenseurs de hanche étaient de manière générale assez fortement sollicités quand même, dans une moindre mesure les fléchisseurs plantaires, et encore dans une mesure un petit peu plus faible, les extenseurs de jambes. Après, sachant que quand même, il y a des groupes musculaires qui sont plus ou moins fatigables. Les fléchisseurs plantaires sont peut-être fortement sollicités, mais de fait de leur typologie, ils sont aussi moins fatigables. Donc voilà, c'est à mettre en balance. Une autre forme de fatigue qui existe, c'est la fatigue mentale, qui est un état psychobiologique caractérisé par une sensation d'épuisement, de manque d'énergie. Et au vu des caractéristiques du tennis de table et de ce qui était dit précédemment, c'était quand même bien souligné. Alors la proximité entre les joueurs, tension nerveuse, passer toute sa journée dans une salle pleine de bruit, enfin bref. Donc voilà, on a fait l'hypothèse, sans le démontrer, mais que le tennis de table générait également cette forme de fatigue spécifique qui est la fatigue mentale. Donc l'objectif qu'on avait, c'était d'évaluer les effets de la fatigue sur la performance en tennis de table. Donc dans un premier temps, on a dû définir ce qu'on entendait par performance en tennis de table. Et du coup, on a décidé de prendre un compromis un petit peu entre la réalité du terrain, ce qui pouvait être parlant d'un point de vue tennis de table, et ce qui était aussi possible à mesurer d'un point de vue scientifique. Donc on a décidé de mesurer la qualité de balle des joueurs en mesurant la vitesse et la précision de la balle des joueurs. Donc c'est critiquable, probablement, tout le moins discutable, mais en tout cas c'est un choix qu'on a dû faire en termes de compromis. Voilà, encore une fois, entre ce qui avait du sens pour les joueurs et puis ce qui était possible pour nous de faire. Donc la première étape, bien évidemment, ça consistait à mettre en place ce test. Donc je vais vous le décrire rapidement. Vous avez ici un robot qui envoie des balles, qui envoie une balle qui n'est pas spécialement une balle coupée, qui n'est pas spécialement facile, mais qui permet quand même de prendre l'initiative. Donc la balle, elle est toujours envoyée, si j'arrive à retrouver mon pointeur, toujours envoyée ici à peu près, enfin pas à peu près, de manière vraiment précise. Et on demande aux joueurs de viser alternativement une des cibles, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, etc. etc. Et le test dure, c'est 45 balles. 45 balles à jouer avec une balle toutes les 3 secondes. Donc on a un radar qui est derrière et qui mesure la vitesse des balles. Donc on a fait la moyenne des 45 frappes faites par le joueur. Et puis pour la précision, on a donné un système d'attribution de points. 2 points lorsque la cible est atteinte. Voilà. 2 points lorsque la cible est atteinte. 1 point lorsque le joueur atteint la table mais n'atteint pas la cible. Et 0 point lorsque le joueur commet une faute. Donc on a un score de précision qui est de 0 à 90 points. On a donc fait passer le test à 3 groupes de joueurs, donc des étudiants en stats qui étaient non spécialistes de l'activité, des joueurs de niveau moyen, départemental, régional, et des joueurs numérotés. Donc on a quand même bien des différences claires, significatives suivant les groupes, en ce qui concerne à la fois la vitesse et à la fois le score de précision. Donc systématiquement, on a des différences significatives qui sont très, très marquées. Et puis, comme vous voyez bien que c'est une tâche avec un compromis vitesse-précision, et de manière générale, on sait bien que sur ce type de tâche, quand un paramètre augmente, l'autre diminue et inversement. Donc on a, avec une formule mathématique tout bête, on a mis en place ce qu'on appelait un index de performance au cours duquel on mesurait simultanément les 2 paramètres, vitesse et précision. Voilà. Donc du coup, il y a des critiques qui sont possibles, notamment on a pris des groupes qui étaient assez caricaturaux. 2 minutes. On a pris des groupes qui étaient assez caricaturaux, des étudiants, des joueurs moyens, 1300, 1700 points si ma mémoire est bonne, et puis des joueurs de haut niveau. Puis l'autre question, c'est de savoir si le test est valable pour des joueurs uniquement de haut niveau. Donc du coup, si on regarde la corrélation entre le niveau des joueurs qui est pris par le prisme du classement, FFTT, et le résultat au niveau de l'index de perf, et bien du coup, alors c'est vrai que là on a un nuage de points qui ne veut pas dire grand chose, c'est des joueurs au niveau départemental régional. Par contre, si on vient chercher les joueurs numérotés ici, vous avez les résultats des 2 joueurs qui étaient entre 500 et 600 français, les 2 joueurs qui étaient entre 300 et 400 français, les 7 joueurs qui étaient entre 100 et 300, les 5 joueurs qui étaient dans les 100 premiers français, donc on ne dira pas qui était celui-là pour pas vexer. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir faire passer les 4 joueurs de l'équipe d'Angers, et vous avez leurs résultats qui sont ici. Donc on a quand même un test qui est finalement fiable, il mesure bien ce qu'il est censé mesurer, il est discriminant, notamment pour les joueurs de très haut niveau. Et en même temps, il y a une reproductibilité, je ne vous donne pas les résultats, mais c'est-à-dire qu'un joueur qui va passer plusieurs fois le test, dans les mêmes conditions, aura des résultats, on va appeler ça une variation, un coefficient de variation, une variabilité qui est faible.
Donc voilà. Et donc, on pense que le test il est assez facile à mettre en place. Il peut avoir plusieurs utilisations possibles pour la détection des jeunes joueurs, ou pour assurer un suivi un peu plus longitudinal, donc pour évaluer les effets de l'entraînement, pour évaluer les effets de la fatigue, pourquoi pas pour évaluer la qualité de balle d'un joueur qui a progressivement de blessures. On est en toute humilité assez fiers de ce que dit le test, puisque du coup il a été repris assez récemment pour une équipe brésilienne. Le papier que je vous mets là il date de 2019, donc là c'est pas nous, c'est une équipe brésilienne qui a repris ça, rigoureusement le même test, même cible, même taille, même système de comptage de points, même index de perf, etc. Par contre il a enrichi de manière un peu intéressante, puisque c'est plus qu'une seule balle qui arrive, mais c'est des séquences de 2 à 5 balles qui peuvent être envoyées de manière aléatoire ici, sur cette zone-là. Charge de le joueur de la jouer en coup droit ou en revers. Donc voilà. Du coup, je reviens, après ce détour un petit peu long, là, je reviens à ce qu'on voulait nous évaluer, c'est-à-dire l'effet de la fatigue neuromusculaire ou mentale sur la vitesse et la précision de balle des joueurs. Donc pour ça, on a mis en place 4 sessions. Une session contrôle, les joueurs devaient regarder un film neutre. Une session fatigue mentale, là on a été un peu sadique, donc les joueurs avaient une tâche cognitive à faire avec des mécanismes d'inhibition pendant 90 minutes, donc dur. Et on a fatigué localement, une fatigue neuromusculaire au niveau local, des fléchisseurs du bras, et puis des extenseurs de jambes. Et puis, avant et après la condition fatigante, les tests ont réalisé les joueurs ont fait le test dont je vais vous parler. Alors au niveau des résultats, on n'a pas eu d'effet pré-post en situation contrôle, heureusement pour nous, parce qu'on aurait été embêtés. Et on n'a pas eu non plus, de manière un peu plus surprenante, d'effet sur la fatigue des extenseurs de jambes, à part une augmentation de la perception de l'effort. Et par contre, on a eu des résultats significatifs pour les 2 autres sessions. Donc si on vient regarder un petit peu en détail la fatigue mentale, en situation de fatigue mentale, on constate que les joueurs diminuent et la vitesse de la balle et la précision de la balle. La vitesse de manière assez minime, mais de manière significative quand même, et de manière un peu plus prononcée, la précision de la balle. Et si on vient regarder cette baisse de précision, on voit qu'elle se traduit par une augmentation du nombre de fautes directes et par une diminution du pourcentage de balles qui atteignent la cible. Maintenant, si on vient regarder la fatigue des fléchisseurs du bras, là on a un truc un peu bizarre, mais qu'on a quand même observé, c'est une augmentation de la vitesse de la balle, alors qu'il est encore une fois minime, mais qui est réelle. Et par contre, une baisse de la précision qui, pour le coup, est quand même franchement marquée. Et là encore, cette baisse de la précision, elle est liée à une augmentation du nombre de fautes et à une baisse du pourcentage de balles qui atteignent les cibles. Donc finalement, si on prend globalement nos résultats, ce qu'on constate, c'est que la fatigue mentale, elle diminue le niveau de performance, elle diminue la qualité de balle des joueurs, elle altère la qualité de la balle des joueurs. La fatigue neuromusculaire et non supérieure altère la qualité de balle des joueurs. Et de manière générale, on a un comportement qui semble montrer qu'en situation de fatigue, les joueurs cherchent à maintenir de la vitesse, quitte à être moins précis. Alors c'est intéressant parce que c'est un résultat qui s'oppose un petit peu à ce qu'on peut regarder en laboratoire sur les tâches de pointage, où là ce qui est montré, c'est que les joueurs, enfin les sujets, pas les joueurs, cherchent plutôt à diminuer la vitesse pour maintenir la précision. Par contre, ce type de comportement-là, c'est-à-dire maintenir de la vitesse à tout prix, quitte à être moins précis, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans des situations assez écologiques, puisque ça a été montré de manière identique au foot et au tennis. Donc voilà. Alors maintenant la question c'est comment on utilise ça pour l'entraînement. Ouais, pourtant, j'ai pas l'impression. Donc c'est pas des recettes, bien sûr, mais si on a une approche, je vais très vite, si on a une approche physiologique de la fatigue. Donc si l'accent est mis sur les aspects qualitatifs, techniques, attentionnels, etc., alors c'est essentiel de mettre la séance technique avant la séance physique. En revanche, peut-être qu'à d'autres moments, puisque le tennis de table engendre de la fatigue, peut-être c'est intéressant d'installer une forme de pré-fatigue chez les joueurs, et auquel cas mettre la séance physique avant la séance technique. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, c'est vraiment en fonction de l'objectif de l'entraîneur. Ça c'est des bonnes boulot, j'ai envie de dire. Enfin, par souci de gain de temps et d'efficacité, c'est intéressant parce que du coup ça impacte à la fois les processus aérobie et anaérobie. C'est vraiment les effets intéressants qu'on a sur la notion de sprint répété. Là, je vous renvoie à l'article de Bischoff et collaborateurs, qui est vraiment intéressant, notamment en ce qui concerne la resynthèse de la créatine phosphate pendant les phases de récup. Donc pour l'entraîneur, ça peut prendre différentes formes. Sur 15 ou 20 heures d'entraînement par semaine, il y a moyen d'aller voir un petit peu dehors ce qui se passe, voir un peu le soleil, faire le plein de vitamine D. Donc en clair, pourquoi pas faire ça sous forme de course. Mais également, ça va pouvoir être faisable comme forme de travail, au panier de balles par exemple, avec une raquette et puis des balles. Ce qui va être important là, c'est vraiment d'avoir peu d'actions, vraiment un faible nombre d'actions, vraiment de mettre en avant les qualités d'explosivité et d'avoir une récup un petit peu plus courte qui ne permet pas une récup complète.
Une autre approche possible, qui viserait cette fois à contrôler un peu le distracteur qu'est la fatigue. Donc là, c'est une approche qu'on pourra appeler cognitivo-comportementale. Je ne m'attarde pas dessus, mais si vous avez des questions, c'est quelque chose qui a été davantage poussé en badminton, notamment toujours avec le laboratoire de Nantes, avec Marc Juvot, et l'INSEP avec Gilles Doron, qui maintenant est aussi à Nantes du reste. Donc voilà, c'est vraiment la même démarche qu'on voulait mettre en place, mais en badminton, ça a été un petit peu plus loin avec des très jeunes joueurs de badminton, et ça a montré des résultats prometteurs. Voilà. Et puis dernier point, je dirais quasiment là-dessus du coup, quelque chose d'assez novateur, qui a été initié en Angleterre par l'équipe du professeur Marcora, qui est le premier à avoir mis en évidence les effets négatifs de la fatigue mentale sur la performance en endurance. Donc c'est ce qu'on appelle une approche couplée, et ça consiste à combiner une approche, enfin un entraînement mental à un entraînement physique. Donc concrètement, on demande au sujet de réaliser une tâche mentale au cours d'un exercice physique. Et le but, c'est d'augmenter la charge de travail sans surcharger le système musculo-squelettique. Donc voilà. Donc en guise de conclusion, et voilà vraiment, il y a que le tennis de table, c'est une activité explosive, avec très peu d'actions par point joué, et donc des aspects qualitatifs importants, très importants. Deuxième point, c'est que le tennis de table génère de la fatigue, et que cette fatigue, elle entraîne une baisse de la performance. Et que cette baisse de la performance, elle se traduit par une baisse de la qualité de la balle, et plus vraisemblablement, probablement, enfin c'est ce qu'on a mis en évidence, une baisse de la précision de la balle. Voilà. Et je finirai avec ça, c'est vrai que du coup, il y a un modèle qui fait rêver tout le monde, c'est celui-là. Mais pour une multitude de raisons culturelles, démographiques, ce que vous voulez, l'idée c'est que c'est a priori pas possible de se calquer sur ce modèle, et l'idée c'est d'essayer de voir comment on peut faire réfléchir ensemble à faire un tout petit peu autrement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation menée au pas de course. C'est un peu de faute, pas pressé. En tout cas, moi ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, quand on pense l'entraînement, il ne faut pas non plus seulement penser la charge de travail, enfin il faut intégrer les temps de récup, la fatigue dans la charge de travail. On ne va pas seulement penser le travail comme le travail, mais la fatigue et la gestion de la fatigue comme faisant partie de la charge de travail. Des questions ? Ouais, merci Daniel pour ton intervention. Juste une question sur l'alimentation avant le match. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites aussi par rapport à ça pour justement la fatigue et puis la question? Alors, il y a une littérature qui est abondante. J'y suis collé il y a 5 ans quand je faisais la thèse. Pour le coup, c'est pas mes problématiques. Et du coup, à part faire un tout petit peu de biblio là-dessus, je suis vraiment pas calé. C'est important, il y a des études qui montrent qu'effectivement, l'ingestion de pâtes, d'hydrates de carbone, donc des pâtes en fait, alors à tel moment, etc., va avoir des effets. Sur la fatigue neuromusculaire, on n'en sait rien, parce qu'il n'y a vraiment rien qui a été fait en tennis de table sur cet aspect, par nos propres travaux, et la littérature n'en dit rien du tout. Donc en termes de fatigue neuromusculaire, je ne saurais pas dire, sur des qualités comme des qualités de saut, ou de choses comme ça, ou dans d'autres activités physiques, ça a montré évidemment que l'alimentation avait un rôle à jouer. Voilà. Mais généralement dans les activités fortement énergétiques, donc là il y a énormément de travaux qui ont été faits, donc là il faut plutôt les regarder du côté de la course, du marathon, du triathlon, du vélo, sinon. Voilà, c'est vrai que le tennis de table c'est quand même une dimension quand même technique qui est importante, et du coup il n'y a pas grand chose qui existe sur tout ce qui est physiologie de manière large. Et l'alimentation encore moins. Donc j'ai pas de réponse précise à donner, à part d'aller voir un petit peu dans d'autres activités ce qui a été fait. Moi j'ai une question, je n'ai pas très bien compris, juste la dernière diapositive avec l'image des Chinois et des 85%. C'est un truc de sage. Alors j'ai regardé ça, je ne sais plus où j'ai plus la référence. En tout cas, le tennis de table, c'est l'activité où il y a la domination la plus flagrante d'une nation sur l'ensemble à l'échelon mondial. Alors, je peux regarder, je ne sais pas, peut-être le Kenya pour les activités d'endurance ou des choses comme ça. Il y avait une ou d'autres activités qui ne parlent plus, où il y avait effectivement une domination d'un pays à l'échelon mondial. Et c'est le tennis de table, où on avait une domination sans partage. Alors, est-ce que c'était les médailles d'or sur les championnats olympiques, les Jeux olympiques? Est-ce que c'était sur l'ensemble des médailles aux Jeux olympiques? Je ne sais plus.
Mais en tout cas, ce qui m'a fait marrer, c'était que c'était vraiment la plus forte. Alors, les formules étaient mathématiques, elles étaient invitables, mais en tout cas, ce qui était mis en avant, c'était vraiment que c'était en tennis de table, qu'il y avait